Aux confins du monde, là où les humains se font si rares, quelques taches se distinguent dans le bleu des cartes. En ce début d'été, tous convergent vers le même endroit et dans le même but. C'est ici que viennent se rejoindre les manchots et les albatros. Les îles Falkland forment un chapelet de roches et de sable, perdu entre l'Amérique latine et l'Antarctique. Terre d'asile où nichent de nombreuses espèces, cette oasis est loin d'être un paradis. Sous ces latitudes, tout rappelle constamment leur surnom, les 50e hurlants. Dans l'hémisphère sud du globe terrestre, les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Le printemps pointe dès le début d'octobre, au même moment que de nombreuses espèces de manchots. Après un hiver passé à chasser en haute mer, ils rejoignent leur terre natale. Ils ont nagé des jours et des nuits, poussés frénétiquement de l'avant par leur instinct de reproduction, et s'apprêtent à nicher autour de cette plage, à une exception près. De toutes ces espèces, la vie des gorfous sauteurs est celle qui nécessite le plus de persévérance. Impossible de distinguer un gorfou d'un autre, ni un mâle d'une femelle. Chacun arbore cette coiffe d'aigrette jaune, faisant ressortir la ténacité dans leurs yeux. Car ce qui caractérise aussi cette espèce, c'est un tempérament coriace. Un caractère aussi explosif que la côte où ils vont élire domicile pour l'été. Tout en haut de ces falaises, nichent déjà d'autres gorfous sauteurs, sur un territoire partagé avec les albatros à sourcils noirs, si bien maquillés. La cohabitation entre ces oiseaux de 2,40 m d'envergure et ces manchots de 35 cm à peine est bien souvent aussi houleuse que l'horizon. Mais avant d'avoir l'espoir de se reproduire au sommet de ce piédestal, les gorfous vont devoir laborieusement escalader ces rochers glissants. Contrairement aux pingouins qui pourraient atteindre ce point culminant à tire d'aile, les manchots sont des oiseaux qui ont perdu la capacité de voler.
C'est ainsi que commence l'histoire de ce couple naissant. Le mâle entame sa danse, avec comme chaque été, une nouvelle partenaire. Sur le trajet qui les mène à leur colonie, la moindre halte est une opportunité pour se rapprocher. Dans les hauteurs de ce belvédère, un autre rendez-vous a commencé. Ce mâle et cette femelle, aussi indistinguables l'un que l'autre, reprennent une danse déjà entamée depuis plusieurs années. Ce couple d'albatros s'est forgé sur 4 étés. Un quatrain de parade chaste qui leur permet au fil du temps de se rapprocher, d'atteindre enfin la synchronisation parfaite qui les unit pour cet été et tous ceux à venir. Naturellement, vient l'étape cruciale pour engendrer sa progéniture. Peu à peu, la houle et les tempêtes d'hiver font place à des températures supérieures à 10 degrés. Reste le vent, prisonnier de ses latitudes, hurlant éternellement. Une averse passée, c'est le moment idéal pour faire son nid. À quelques encablures de là, d'autres espèces de manchots ont établi leur colonie. Une telle proximité entre espèces est rare et fait une des richesses des Falklands. Cousins depuis des millénaires, chaque espèce de manchot s'est fortement spécialisée. Et chacun a trouvé une solution pour faire face aux rapaces qui hantent sans discontinuer cet archipel. L'albatros, de par sa taille, règne en seigneur, si bien qu'il érige un promontoire qui l'élève encore plus au-dessus des autres. Au pied du nid de son majestueux voisin, le manchot gorfou se contente des restes. Le manchot de Magellan perce un terrier dans la tourbe pour pondre ses œufs sous terre. Le manchot royal, qui ressemble tant au plus célèbre des manchots,
opte pour l'aspect faussement pratique d'avoir tout le temps son œuf sur soi, quitte à frôler en permanence la chute fatale. Le manchot papou choisit la solution la plus douillette. Pendant que les corps se gorgent de chaleur, d'autres arrivants font leur apparition sur l'île. Les lions de mer, pesant plus de 350 kg pour les mâles adultes, sont de redoutables prédateurs qui affectionnent les manchots pour leur repas. Mais la période n'est pas à la chasse. Sur ces côtes escarpées, un enjeu majeur est source de tension: l'espace pour se reproduire. Une simple observation suffit pour ressentir la puissance de ces fauves dans l'eau. À quelques centaines de mètres de là, si le gabarit peut être comparable, l'ambiance est tout autre. Les éléphants de mer femelles pèsent jusqu'à 900 kg et les mâles jusqu'à 4 tonnes, mais tout en graisse. Les manchots n'ont rien à craindre de ces mastodontes, qui se nourrissent exclusivement de calamars en eau profonde. Ils ne peuvent que très peu se mouvoir à terre, puisque leurs pattes avant ne sont pas articulées comme celles des lions de mer. Alors, ils vivent principalement en position horizontale, tout simplement. Les naissances ont eu lieu il y a 1 mois. Ces petits, qui pèsent déjà plus de 100 kg, commencent à découvrir le monde aquatique qui deviendra le leur. Leur mère, endormie entre 2 tétées, ils profitent des piscines peu profondes pour apprendre à nager, ignorant tout des dangers qui pointent à la lueur du jour. Cette anse est le théâtre d'un cours de chasse, savamment mené par cette mère orque auprès de son petit. Elle avance finement, en se cachant entre les algues et le courant, pour cerner sa proie.
L'été aura été redoutable pour ce jeune éléphant de mer. Mais il n'est qu'une collation minime pour cette famille d'orques sur laquelle règne le mal, resté au large. 7 mètres de long, 6 tonnes de muscles et d'intelligence. Il est le mammifère marin ultime. L'œuf lové sous le ventre, ce gorfou patiente. Il attend le retour de sa compagne, partie en mer après avoir délivré son précieux colis. Il ne bouge pas d'une plume, imperturbable, jusqu'au premier crissement de coquille. Le mois de couvaison achevé, toutes les colonies accueillent des nouveau-nés. Lorsque la boule de plume sort de sa coquille, commence un chassé-croisé entre les parents. L'adulte de Gardoni prend soin de son petit, pendant que l'autre part pêcher. Ses ailes déployées sur 2,40 m d'envergure, cet albatros flotte dans les airs, sans effort et au gré des vents. Il vole des jours et des milliers de kilomètres, sans fatigue, pour ramener la ration nécessaire à son poussin. Il frôle la surface de l'océan et picore de petits calamars et poissons. Pour les manchots, le système de garde partagée est le même, mais la difficulté de la tâche est tout autre. Le parent parti en mer jaillit à l'horizon le ventre plein. De nouveau, il va devoir affronter ces rochers pour rejoindre cette fois sa famille. La première étape est franchie, survivre au couperet des vagues. Il en reste maintenant une autre, encore plus longue et tout aussi périlleuse. Gravir cette falaise de 87 mètres. Heureusement, des griffes puissantes prolongent ses pattes. Leur longueur et rudesse
lui permettent de s'agripper à la roche, mais le laissent toujours sur un équilibre précaire. Enfin, le sommet. Ce père doit maintenant retrouver son poussin dans la cacophonie de la colonie. Mais ce vacarme est scrupuleusement organisé. Chaque individu attend la fin d'un cri pour entamer le sien. Sa compagne a bien travaillé. Le petit a doublé de volume en quelques jours. À peine un salut à son arrivée, et sa compagne file se nourrir à son tour. La tâche est éreintante, car les gorfous-sauteurs doivent désormais partir chaque année plus loin en mer. La surpêche et le réchauffement climatique les obligent à agrandir leur zone de chasse sur des milliers de kilomètres. La réussite des couvées diminue, car des adultes échouent à nourrir suffisamment leurs petits, ou tout simplement meurent en mer d'épuisement. Aujourd'hui, les 3/4 des gorfous-sauteurs ont disparu. Cette mère reviendra, si tout va bien, dans quelques jours. D'ici là, le mâle nourrira son poussin autant qu'il pourra, et il le défendra bec et ongles. Tous ces poussins n'ont pas la chance de celui-ci. Un autre parent gorfou aborde cette côte tranchante. Les vagues ont eu raison de sa ténacité. Malgré ses efforts, il perd peu à peu ses capacités. Patiemment, les caracaras attendent. L'empathie n'est pas connue chez les oiseaux. C'est donc troublant de voir ce manchot encourager son congénère mourant. Dans cet univers où tout est lié, cette perte va en engendrer une autre. Au bout de quelques jours, le poussin de ce manchot est mort de faim dans la colonie. Une aubaine dont se sont saisis les labs et caracaras.
la proie est emmenée en lieu sûr pour rassasier les estomacs affamés des poussins caracara. Des drames semblent parcourir le quotidien des Falklands, mais ils sont essentiels à l'équilibre de cet écosystème. Toute mort est source de vie. Janvier a beau être le plein été dans l'hémisphère sud, les 50e hurlants se rappellent régulièrement aux souvenirs des habitants de ces îles. La marée haute ramène une horde de gorfous rassasiés. Ils ignorent que non loin d'eux maraude le plus redoutable prédateur de l'île. Cette famille de lions de mer s'est réfugiée sur les rochers, loin du confort des plages de sable, avec une progéniture qu'il faut nourrir encore et encore. Ce manchot a réchappé à ce titan, qui a préféré s'attaquer à une proie plus facile à attraper, un thon. Après cette frayeur, ce gorfou peut bénéficier d'un des rares répits que sa vie lui offre, une douche d'eau douce. Ce gorfou va pouvoir rejoindre son poussin, qui grandit de jour en jour. Lorsqu'ils atteignent cette taille, les petits se regroupent en crèche, surveillés discrètement par un adulte pour limiter les attaques. Dans l'air tiède de l'été austral, ils se rafraîchissent en ouvrant le bec, régulièrement. Il faut en repérer un cri parmi des milliers. Cette mère albatros s'est égarée. Le tussoc, cette graminée centenaire qui protège l'île, lui bouche l'horizon. Les bourrasques qui cisaillent la côte l'ont poussé à atterrir ici.
Elle cherche une prise au vent et un espace suffisamment dégagé pour pouvoir décoller. Mais rien en vue. Cette mère avance coûte que coûte, avec un but, rejoindre la colonie et retrouver son poussin. Ce cri n'était pas celui tant espéré, ni celui-ci. Après avoir approché des dizaines de nids, elle aperçoit son duvet. Elle rejoint son compagnon et leur poussin. Un salut et le père repart. Partout, les poussins grandissent et miment les gestes de leurs aînés. C'est ainsi qu'ils vont devenir des manchots expérimentés, que ce soit ces poussins royaux, Papou ou Magellan. Toutes ces espèces ignorent tout du pays glacial où résident leurs cousins empereurs. Ils vivent au soleil, les pieds dans l'herbe, naturellement. Ces jours-ci, la colonie de Manchot-Papou a de nouveaux voisins, les redoutables lions de mer. Papou et lion feignent de s'ignorer, se jaugent, s'évaluent et gardent leur distance. Malgré la différence considérable de gabarit, cette cohabitation reste totalement pacifique. Les manchots papous sont bien plus gros et gras que les manchots gorfous, des proies idéales pour les lions de mer. Mais les atteindre sur terre est peine perdue. De tous les manchots, les papous ont évolué vers un profilage hydrodynamique, une musculature plus développée et des pattes très en arrière du corps. Trois atouts maîtres de leur rapidité. Ils peuvent aussi bien courir sur l'herbe que filer comme des éclairs sous l'eau. Ils pourraient même se croire inaccessibles. Mais dans l'eau, les lions de mer retrouvent leur élément, leur grâce et efficacité.
Ce lion de mer claque sa proie maintes fois sur l'eau pour la disloquer. Il pallie ainsi à son incapacité à broyer les aliments. Ces pétrels géants se délectent des derniers restes. Ils ignorent tout du lien profond, fruit de l'évolution qui existe entre eux et les manchots. Dans les îles Falkland, la vie repose sur un équilibre savant de cohabitation qui permet la préservation de cet écosystème. Ces espèces sont liées actuellement, mais si on remonte dans le temps, elles découlent toutes les unes des autres. Que ce soit ce balai de dauphins de Commerson, ces canards vapeurs endémiques qui ont perdu la faculté de voler en l'absence de prédateurs terrestres, ou ces manchots, tous sont le fruit d'une évolution minutieuse et complexe. Le cas des manchots est un des plus intéressants et il ne peut plus planer dans les airs comme le fait l'albatros. Ses ailes se sont densifiées pour résister à l'eau. Ses plumes se sont raccourcies pour gagner en étanchéité. Albatros, gorfou, tout paraît les séparer. Pourtant chacun vole dans son élément. Il existe un autre lien encore plus fort entre les gorfous et les albatros qui s'observe si bien aux Falklands. La présence des albatros sur leur colonie augmente la protection des gorfous. Ailleurs, lorsqu'une colonie de gorfous ne cohabite pas avec les albatros, les caracaras déciment quasiment tous les poussins. Aux Falklands, les albatros protègent une espèce déjà en grande difficulté. Un destin lié. C'est le grand jour. Les poussins de manchots sont devenus autonomes. Dans toutes les colonies sonne le départ pour la prodigieuse découverte, l'océan. En quelques jours, les terres se vident. Les adultes partent avec les juvéniles. Ils ne font pas le voyage ensemble par souci d'apprentissage, mais car la faim ravage tous les estomacs. Il ne reste alors que les rapaces et les albatros. Soudain, quelle révélation ce doit être de sentir enfin l'eau sur leurs plumes. Y a-t-il une peur, une excitation ? Ou tout simplement sont-ils attirés par ce vivier que représente l'océan ?
juvéniles passeront leurs 3 premières années uniquement en haute mer. Ce gorfou adulte repart aussi, mais il reviendra dans quelques semaines. Les tempêtes qui ravagent les 50e hurlants sont les seules distractions dans la vie des albatros, restés encore à terre. Rien n'atteint le confort des gens du dernier étage, pas même les bourrasques de 150 km/h. Les manchots sont partis, le calme règne. Mais pour combien de temps? Cette mère albatros atterrit avec habileté. Son petit est là, aux côtés de son partenaire. Un moment rare pour ce couple qui passe sa vie à se croiser dans les airs. Après seulement 3 semaines passées à se rassasier en mer, c'est déjà le retour des manchots adultes sans leurs juvéniles. Les gorfous sauteurs touchent terre, débarrassés cette fois de la pression de la parentalité. Ce gorfou revient encore une fois dans sa colonie, afin de changer d'apparat avant l'hiver. Comme chaque année, il va muer, se dépouiller peu à peu de son plumage actuel, pour en former un nouveau. Toute la colonie est prise de léthargie. Muer demande beaucoup d'énergie.
Est-ce la partenaire avec laquelle il vient d'avoir un poussin auprès de ce gorfou ou une autre? Chaque nouvelle plume pousse la précédente et invite à l'épouillage. Le duvet des jeunes albatros se mêle à celui des gorfous et sature l'air. Plus les plumes s'envolent, plus l'envie d'ailleurs grandit. Un dernier moment passé entre cette mère albatros et son poussin. Bientôt, tous suivront ce précurseur, happé pour l'hiver par la conquête du large. Les gorfous sauteurs, quant à eux, reviendront-ils l'an prochain ?